Depuis l'avènement de notre gouvernement, nous ne nous sommes pas encore rencontrés pour discuter des questions budgétaires. Mais après avoir reçu plusieurs demandes de la part d'un bon nombre des amis de la presse qui ont souhaité s'informer sur le travail qui nous occupe au quotidien, sur notre vision et donc sur les objectifs que nous comptons atteindre, nous avons décidé de cette formule au lieu de nous entretenir avec chaque organe séparément. Dans notre propos de séjour, nous allons faire l'état des lieux de nos finances publiques au moment de notre entrée en fonction. Ensuite, il nous faudra vous expliquer notre démarche qui avait consisté à soutenir la gestion sur base des crédits provisoires jusqu'à l'adoption du budget 2017 et comment nous comptons préparer l'élaboration du budget 2017. Donc, l'évolution de la situation financière de l'État depuis notre prise des fonctions. Fin novembre 2016, le déficit cumulé s'élevait à 347,7 milliards de francs. Mais ce déficit va faire un bond très important en quelques jours pour atteindre 512,2 milliards de francs congolais le 23 décembre 2016, le jour de notre investiture. Ce solde déficitaire explique en partie la forte dépréciation du franc congolais que nous avons connue, ainsi que la flambée des prix des biens et services sur le marché. L'inflation s'est située à 11,24% à fin 2016, alors qu'elle n'avait été que de 0,82% en 2015. Cela a eu pour conséquence le renchérissement du panier de la ménagère. Conformément aux directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en ligne avec l'un des objectifs du programme d'action du gouvernement qui consiste à répondre à la crise économique et sociale et sous la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, notre tâche a été d'équilibrer les comptes de l'État en vue de stabiliser progressivement les prix et le taux de change et par ricochet préserver le plus possible le pouvoir d'achat de nos populations. Les premières mesures, en synergie avec Monsieur le ministre des Finances, consistant notamment à renforcer la gestion sur base caisse, ont permis en moins d'une semaine de réduire l'ampleur du déficit budgétaire. C'est ainsi que nous avons clôturé l'exercice 2016 avec un déficit de 503,9 milliards de francs congolais. Donc nous sommes partis de 512,2 que nous avons trouvé pour amener en une semaine à 503,9 milliards de francs congolais. Toujours dans cette perspective, des mesures rigoureuses de stabilisation et de relance économique ont été mises en place par la Commission économique et financière présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ces mesures font l'objet d'un suivi et d'une évaluation régulière, tant au niveau technique que politique. La coordination de la politique budgétaire et la politique monétaire a été renforcée. La Banque centrale du Congo, de son côté, a accru le dispositif de sa politique monétaire et est intervenue sur le marché par des ventes de devises pour répondre aux besoins des importateurs et les besoins de l'économie en général. Au niveau de la politique budgétaire, le ministre des Finances et moi-même avons convenu de nous concerter régulièrement sur le volume de dépenses à exécuter conformément au plan d'engagement budgétaire harmonisé avec le plan de trésorerie. Ici, il faut préciser
qu'il ne saurait en être autrement car les dépenses ne peuvent être payées que sur base caisse. C'est ainsi qu'à la fin de ce mois de janvier, le solde du compte général du Trésor a affiché un léger excédent de 5,9 milliards de francs congolais. Et tout le monde peut constater l'accalmie sur le marché de change. La pression sur les prix des biens de consommation et services courants s'est réduite, se traduisant par les taux d'inflation mensuels de 1,4% à fin janvier contre 4,1% pour le mois de décembre 2016. Malgré cette nette amélioration, la situation reste très fragile et nous comptons poursuivre la politique d'encadrement des dépenses publiques afin de préserver ces acquis et les consolider. Maintenant, rappeler à l'opinion dans quel cadre juridique s'exécutent les recettes et les dépenses de l'État depuis le début de l'exercice en cours. C'est notre deuxième point donc, qui consiste à parler de l'ouverture des crédits provisoires. Nous sommes entrés au gouvernement dans un contexte particulier où l'équipe gouvernementale sortante n'avait pas pu défendre le projet de budget qu'elle avait déposé à l'Assemblée nationale, alors que l'année civile, qui chez nous correspond à l'exercice budgétaire, touchait déjà à sa fin. Il y avait ainsi pour notre gouvernement la menace de nous retrouver dans un blocage total, ce qui aurait porté un handicap sérieux au fonctionnement de l'État. Si pour le mois de janvier, l'exercice paraissait simple, il fallait par contre résoudre l'équation pour les mois qui suivaient jusqu'à l'adoption du budget proprement dit de 2017. L'option levée avant notre nomination proposait que le Premier ministre défende le projet de budget préparé par son prédécesseur au cours de la session extraordinaire du Parlement qui s'achevait le 15 janvier 2017. Nous n'avons pas adhéré à cette thèse pour les raisons ci-après. Le peu d'adhésion au Parlement. Je crois que l'opinion doit se souvenir que les députés ne voulaient pas examiner le projet de budget déposé par le gouvernement sortant. Ce projet de budget du gouvernement sortant donc avait été élaboré sur base d'un programme qui ne pouvait pas avoir pris en compte nécessairement les missions qui nous sont assignées, à savoir la poursuite des efforts de sécurisation du territoire national, des citoyens et de leurs biens, la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales et l'amélioration du social de nos compatriotes. Le délai de moins de 15 jours qui nous était imparti pour le maîtriser et l'endosser pouvait donner lieu à un travail bâclé, alors que nous savons tous que le budget, c'est la vie de la nation, c'est la vie de l'État. Et donc, de ce fait, l'élaborer et l'exécuter revient à engager toute la communauté nationale. Le débat au Sénat a permis de régler cette question de l'instrument de gestion à mettre à la disposition du gouvernement. Ainsi, la formule arrêtée a consisté à reconduire chaque mois les crédits provisoires ouverts pour le mois de janvier jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice en cours. En ce qui concerne l'élaboration du budget de l'exercice 2017, sur cette question, nous n'avons pas encore grand-chose à vous annoncer. Tout simplement parce que j'ai proposé des hypothèses qui doivent sous-tendre ce projet. Nous sommes encore à l'étape de discussion pour lever l'option finale. Nous relançons à ce moment tous les intervenants pour que cela soit fait au plus tard à la fin de cette semaine, afin que nous mettions rapidement en place la commission budgétaire.
Mais il y a une chose sur laquelle nous pouvons vous fixer dès maintenant, c'est que nous partons du constat suivant. Notre budget souffre de la modicité de recettes. Nous avons déjà proposé des mesures incitatives pour maximiser leur mobilisation en concertation avec le ministre des Finances. Et nous comptons arriver à un rendement meilleur par rapport aux prévisions présentées par le gouvernement qui nous a précédés. En d'autres termes, nos propositions touchent à la pression fiscale. Celle-ci reste très faible, autour de 10% du PIB, du produit intérieur brut, alors que tous les autres pays africains, confrontés aux mêmes difficultés dans la collecte des impôts, comme la RDC, ce taux de pression fiscale se situe en moyenne autour de 20% du PIB. Voilà donc le travail que nous comptons faire et sur lequel nous voulons baser l'élaboration du budget 2017. C'est donc sur cette note que nous clôturons notre propos de ce jour et nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va commencer par les questions posées par Christian Lusakwe dans le Top Congo. En ce qui concerne la modicité des recettes, nous avons dit que nous allons travailler sur l'augmentation de la pression fiscale. Mais quand on parle de la pression fiscale, il n'y a pas que l'augmentation des taux des impôts. Non, et il ne s'agit même pas de l'augmentation des taux des impôts. Déjà, nous avons les impôts qui existent. Je vous ai dit que nous avons une pression fiscale qui se situe à 10%. Ce n'est pas du fait des taux qui seraient faibles, mais c'est plutôt des difficultés de mobilisation de l'existant. Et pour cela, nous sommes en train d'envisager et nous avons proposé même déjà des mesures incitatives. Rappelez-vous que déjà, les taux de prélèvement obligatoire est très faible. Ça, tout le monde le sait. Mais en plus de ça, si vous y ajoutez la démotivation des agents, vous n'allez pas avoir de grands résultats. C'est pour cela que nous avons proposé et nous avons obtenu l'adhésion de l'ensemble de l'ECOFIN, que l'on pense à la motivation des agents en restaurant la totalité de la prime de rétrocession. Ça, c'est déjà acté, c'est même déjà en vigueur, mis en place par le ministre des Finances, et c'est la raison pour laquelle nous avons pu réussir à boucler le mois de janvier avec un léger bonus de 5,9 milliards. Je venais de vous le dire, parce que ça, c'est déjà opérationnel. Nous sommes en train de proposer que l'on restaure la prime des aviseurs. Le problème que nous avons, c'est surtout le problème de coulage des recettes. C'est moins le problème des taux que le problème de recouvrement de ce qui est dû au trésor public et qui doit tomber nécessairement dans la caisse de l'État. C'est ça le vrai problème que nous avons. En dehors de ces deux mesures, nous avons proposé et nous avons été soutenus pour que, à l'image, à l'exemple de la dépense qui passe par une chaîne bien définie, que nous mettions en place la chaîne de la recette aussi, de manière à ce que nous sachions qu'est-ce qui est dû au trésor, pourquoi est-ce que ce n'est pas recouvré et d'aller jusqu'à voir qui est responsable de non-recouvrement de la recette. Dans cet objectif-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit distinguer comme on le fait pour la dépense, l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement, que nous arrivions à avoir pour les différentes étapes d'exécution de la recette publique, que vous menez la constatation.
par un service donné, la taxation par un service différent, ça se fait, mais la difficulté c'est toujours au sein de la même maison, l'ordonnancement et le recouvrement dans le chef de même service, ça donne lieu à des collisions. Voilà pourquoi nous pensons qu'on doit distinguer les intervenants conformément à ces différentes phases d'exécution de recettes, comme on le fait aussi pour les dépenses. La réorganisation des services devait nous apporter une plus-value, un peu plus de visibilité du côté des recettes. Et mettre en place aussi à tous les points d'entrée et de sortie les guichets uniques. C'est un travail qui doit se faire et se faire très vite si nous voulons avoir de recettes. Toutes ces mesures ont été proposées et ont déjà reçu l'adhésion de l'ensemble de l'ECOFIN du gouvernement. Nous ne sommes pas en train de vous parler des choses comme ça, on réfléchit soi-même et puis on vient proposer ça à la presse. Non, non. C'est des propositions qui ont été faites, qui ont reçu déjà l'adhésion de l'ECOFIN et donc qui vont être d'application. Jean-Marie Kassamba, pour le compte de Télé 50, nous a aussi rappelé ces problèmes de l'obligation qui nous incombe d'organiser les élections. Comment nous allons nous y prendre pour mobiliser le montant que sollicite la CENI, c'est-à-dire 1,8 milliard de dollars, pour arriver à organiser les élections au cours de 2017. Bon, il a carrément pris l'option pour ce qui était inscrit dans l'accord de la CENCO. Je comprends. Écoutez, ces problèmes, à notre niveau, je ne peux pas faire du formalisme. Nous sommes devant une réalité. Et je viens de vous la présenter. Même si les perspectives semblent s'améliorer, il sera difficile de penser que nous puissions mobiliser 1,8 milliard cette année. C'est notre souhait. Mais à ce stade, je préfère tenir un langage de sincérité. Il est difficile que nous puissions mobiliser 1,8 milliard exigé pour la tenue des élections au cours de cette année. Les perspectives ne me semblent pas pouvoir me permettre de dire que nous allons rencontrer en totalité cette exigence cette année. C'est ça la vérité. Donc ne comptez pas sur moi pour venir faire de la politique politicienne ici. Considérez que vous êtes devant un technicien du budget qui parle en fonction de ce qui est réalisable. Maintenant, ça va certainement énerver ceux qui aimeraient que nous ayons 1,8 milliard cette année et donc organiser les élections. Je n'y peux rien. Notre économie génère des revenus et le niveau de recettes est celui-là. Je ne vois pas comment nous allons rencontrer cette exigence avec ce que nous réalisons en ce moment. C'est impossible, quelle que soit la personne que vous allez mettre. Willy Kalengai, Géopolis, a parlé de l'embellie des cours des matières premières et pose la question de savoir comment nous comptons capitaliser cette embellie. En plus, il y a des entreprises qui semblent avoir une certaine bonne santé financière, mais qui ne payent pas l'impôt. Est-ce que les gens s'organisent pour échapper à cette obligation? Qu'est-ce que c'est? Nous devons vous éclairer là-dessus. C'est vrai qu'il y a une embellie. Cette embellie se traduit par l'augmentation du PIB pour nous.
Nous sommes en train de tenir compte de cela. J'ai des collaborateurs dans la salle. Ils connaissent ma position là-dessus. Je suis extrêmement optimiste. Nous n'avons pas le droit de tuer l'espoir en présentant des prévisions budgétaires qui plongeraient l'opinion dans le doute. Mais nous devons rester optimistes, mais réalistes aussi. Quand nous sommes arrivés, nous avons demandé à ce qu'on nous produise le premier cadrage macroéconomique pour l'élaboration du budget. C'est la tradition. Le travail qui nous avait été produit ne paraissait pas vraiment traduire cet optimisme-là. Et personnellement, je l'avais rejeté. Et heureusement avec raison. Parce que ce que j'ai pensé personnellement semble se concrétiser. Et l'embellie est palpable maintenant. On nous a produit un deuxième travail qui situerait le taux de croissance cette année autour de 3,6%, qui constitue notre base de travail maintenant. Donc on a fait un budget préfiguré déjà sur cette base-là avec les autres évolutions, les autres indicateurs macroéconomiques. Nous sommes là-dessus. Mais en même temps, j'ai reçu une deuxième information qui situerait le taux de croissance économique cette année pour la RDC à 4,2%, et ce serait la projection publiée par le Fonds monétaire international. Moi-même, je n'ai pas encore le soubassement, mais cela semble s'approcher du taux que j'avais moi-même de manière intuitive proposé, qui était de 4,5. J'étais même allé jusqu'à, dans mon enthousiasme, j'étais même allé jusqu'à 5%, mais je me suis atténué quand même à 4,5. Donc, nous sommes en train de voir est-ce que nous pouvons travailler à 4,5 ou à 4,3 pour rester vraiment collé à la projection du Fonds monétaire international sur le travail qui est en train de se faire en ce moment. Et c'est sur cette base-là que nous allons élaborer le budget en regardant les différents paramètres. Bon, les amis me disent, mais vous êtes très enthousiastes, vous savez, il n'y a pas vraiment d'investissement. Comment voulez-vous que nous puissions penser que le taux va monter aussi haut alors qu'il n'y a pas d'investissement? J'ai parlé de l'embellie. En dehors de cette embellie des cours de matières premières, il y a la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec l'injection de 500 millions de dollars. Cette année, une ligne de crédit qui est déjà disponible. Nous sommes en train d'attendre maintenant les opérateurs économiques pour pouvoir examiner les différents projets, essentiellement dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage. Parce que nous ne voulons plus que l'on puisse dans ce pays, c'est une honte que l'on puisse encore à ce jour continuer à importer du maïs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux, et nous ne saurons pas nous sortir de cet engrenage où nous devons chercher des devises, aller à l'extérieur pour acheter de la nourriture. Et quelle nourriture? La nourriture de base pour les Congolais, c'est-à-dire le maïs. Nous devons être autonomes de ce côté-là. Marcel Ngoy pour la prospérité. Il s'inquiète, il dit que si les Égyptiens à cette date ne sont pas encore prêts avec les prévisions budgétaires, n'y aurait-il pas un risque que nous présentions ce projet-là au-delà de la session budgétaire qui s'ouvre le 15 mars prochain? C'est une interpellation. C'est comme ça que je vois votre question.
heureusement que vous la posez non seulement devant le ministre et au ministre que nous sommes, avec mon collègue le vice-ministre Willy Gopos, mais il y a aussi nos collaborateurs qui sont là et qui savent que c'est une préoccupation qui m'habite. Et je leur ai dit, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, le week-end, nous commençons le travail au niveau de la commission budgétaire. Si les gens ne se mobilisent pas par rapport à toutes les hypothèses de travail que nous avons lancées, et jusque maintenant, la patience a ses limites, nous allons assumer notre responsabilité et le week-end, qu'on le veuille ou on ne le veuille pas, nous allons interner tout le monde pour faire le travail de la commission budgétaire. On ne va pas se dérober devant nos responsabilités. Si les gens ne sont pas disposés à travailler au même rythme que moi, mais moi je ne veux pas me laisser embarquer dans ce travail de grande lenteur qui aimerait que nous produisions un budget parfait. Je ne suis pas de cet avis-là. Moi, j'ai pris un engagement devant le Sénat pour dire que nous allons déposer le projet du budget au cours de la session budgétaire de mars 2017. Et j'ai même dit que ça sera déposé au mois de mars 2017 et j'aimerais tenir ma promesse. Je ne sais pas maintenant que je vais changer. J'ai déjà dépassé l'âge de tergiversation. J'ai longuement parlé sur l'amélioration de recettes et j'aimerais qu'on ne revienne pas parce que je continue à penser qu'il faut améliorer les conditions des agences et fonctionnaires commis à la tâche de la collecte de l'impôt pour pouvoir obtenir de bons résultats. Si nous passons de 9,9 comme c'est le cas en 2016 à 13% de taux de pression fiscale, il y aura déjà une bonne amélioration. Et si nous continuons à nous contenter de ce qui tombe de manière mécanique dans la caisse de l'État, eh bien, c'est que ce gouvernement-là n'a pas de raison d'exister. Si nous ne sommes pas capables de réfléchir, de voir qu'est-ce que nous devons faire pour que les choses s'améliorent, alors nous ne méritons pas votre confiance, nous ne méritons pas notre présence au sein du gouvernement. Ça, c'est ma conviction, c'est ma perception des choses. Bon, dans les limites des prérogatives qui sont les nôtres, nous faisons des propositions. Maintenant, ne me demandez pas d'aller les appliquer partout. Je n'ai pas ce pouvoir. Rombo de l'Observateur dit qu'il y a des problèmes dans les registres financiers. Comment nous faisons? Il a posé le problème sur la DGDA. Vous venez de me donner l'information et veuillez comprendre que je ne sois pas vraiment informé sur ce qui se passe au sein de la DGDA. Nous sommes au budget. Le ministère du budget ne gère pas les registres financiers. Et donc, s'il y a des problèmes de fonctionnement, certainement mon collègue des finances va être informé et qui va voir dans quelle mesure on va trouver des solutions. Voilà pourquoi nous disons, commençons par faire des efforts nous-mêmes. Quand les gens vont voir notre sérieux, alors à ce moment-là, la plupart des conditions que l'on pose vont tomber et à ce moment-là, nous pouvons commencer à voir des retombées qui permettront aux Congolais de sortir de cette situation difficile. Le taux, il est à combien aujourd'hui? Et le taux est à ce niveau-là depuis combien de temps? Depuis fin décembre, n'est-ce pas? Mais si vous ne voyez pas qu'il s'est stabilisé depuis que nous avons pris ces mesures, alors moi ça m'inquiète. Le gouvernement ici n'est pas là depuis 3 mois. Nous avons été investis le 23 décembre, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, c'est le 15 février.
Nous n'avons pas encore 2 mois. Je vous donne l'information par rapport au temps que nous venons de passer au gouvernement et ce que nous sommes en train de faire, parce que des questions nous ont été posées. Les gens ont voulu savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites. Bon, ne pas répondre, c'est laisser la place à la rumeur, à l'interprétation parfois de la rumeur, alors que nous sommes là, nous nous mettons à votre disposition pour dire ce que nous faisons, comment nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Alors, si vous estimez, peut-être que les taux varient d'un point à l'autre. Vous parlez de quel marché exactement? Le château, Oshwe, Kitambo Magasin, Lubumbashi, Kisangani, Bunia, Goma ou Mbujimaï. C'est possible. Si nous avons un peu plus d'argent, tout est possible. Mais en attendant, ce n'est pas ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé une casserole, comme dirait le ministre chargé de relations avec le Parlement, qui généralement nous rappelle qu'il aime beaucoup sa grand-mère. Nous avons trouvé la casserole de sa grand-mère, qui non seulement était vide, mais trouée. Je dis bien trouée. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé ces moins 512 milliards, moins 512,2 milliards de francs congolais. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Il faut maintenant ressouder la casserole et commencer, et dès qu'elle devient étanche, commencer à chercher quoi mettre dans la casserole. Pas seulement de l'eau, hein. Il y a quelqu'un qui ne consomme pas de l'eau bouillie. Donc, voilà un peu la situation qui est la nôtre en ce moment. Mais est-ce que vous savez le problème, vous connaissez le problème que nous avons? Nous ne sommes pas capables de consommer le crédit disponible. On a demandé à ce que le projet à présenter intègre tout cela, y compris les voies d'évacuation qu'il faut réparer. Et le crédit est en train de nous coûter cher d'après ce que nous a expliqué le gouverneur de la Banque centrale qui a contracté ce crédit. Nous étions à 5%. On attend. C'est une affaire que nous avons trouvée. Le crédit là, il l'a depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps. On commence même à supplier les gens. Mais est-ce que vous n'avez pas des projets? Est-ce que vous avez vu des gens à qui on supplie pour qu'ils deviennent riches? Est-ce que vous n'avez pas de projets? Comme aurait dit le pauvre, le défunt Madilou, et l'on écoute comment de les commettre tout ça. Ce n'est pas normal que nous ayons le crédit, une ligne de crédit de 500 millions de dollars qui coûte cher aujourd'hui parce que vous avez immobilisé ce crédit-là. Les taux passent de 5 à 6,5% parce que vous n'êtes pas capable de consommer cet argent. On commence même à nous taper sur la tête, nous les messieurs du gouvernement, dit mais faites vite, l'argent est là, trouvez les gens pour mettre en place des projets, pour financer la pêche, pour augmenter la production agricole. Et nous ne sommes même pas capables de consommer. Vous voyez, vous venez maintenant, c'est sur moi que vous tapez, aller vers les opérateurs économiques. Il ne s'agit pas de l'argent pour qu'il soit géré par le gouvernement. Non. Ceux qui viennent le chercher, comme c'est un crédit, donc c'est à rembourser, qui présentent des projets bancables qui intègrent le tout et qui seront donc éligibles à ce crédit-là, de manière à ce qu'en très peu de temps, les centres de consommation et les centres de production puissent alimenter tous les bassins de consommation.
dont on peut partir des Calémies pour amener du poisson qui meurt de vieillesse là-bas à Kinshasa. Au lieu de continuer à consommer du chinchard, au lieu de continuer à consommer du poulet venu de je ne sais quel pays, et certains prétendent, mais ça c'est dans les réseaux sociaux, moi-même je n'ai jamais pu vérifier l'information, que c'est conservé au formol. Je vous ai rappelé ici que à Goma, à Bukavu, dans l'Est là-bas, les gens consomment congolais. Mais pourquoi ça ne nous parvient pas ici? J'ai vu un petit magasin, ou je sais pas, une petite boutique au niveau de Kitambola, les vivres de Kivu. Mais tout le monde se précipite là-bas. C'est très bon, c'est savoureux. On met ça à la disposition de tout le monde. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Vous parlez des routes de dessert agricole, mais c'est inclus dans cette enveloppe-là.